Revoir Spider-Man 2, histoire de me rappeler que oui, il y a eu des très bons films Spider-Man, où Sam Raimi se lâche totalement. J'ai fait une vidéo expliquant que le premier film n'a rien compris à ce qu'est Spider-Man et je prévois de faire une vidéo sur le 2 car c'est pas mieux. Bon, allons-y. Yo les tisseurs! L'été dernier, j'ai expliqué en quoi le film Spider-Man 1 de Sam Raimi était surcoté d'après moi. Je reproche au film d'être l'antithèse du comics qu'il adapte sur 2 points principalement. Peter n'apprend pas de lui-même qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités car Oncle Ben le lui dit avant que Peter laisse le criminel s'échapper et que l'arc de Peter lui-même le fait tourner en rond car il était quelqu'un de bien avant d'avoir ses pouvoirs, puis il devient très arrogant et il apprend qu'il doit redevenir comme avant en suivant les enseignements de son oncle. Alors que le Peter des comics est arrogant avant d'obtenir ses pouvoirs, il devient très arrogant quand il les a, puis il apprend de ses erreurs pour devenir une meilleure version de lui-même. Spider-Man 2 est-il plus fidèle aux comics que le premier opus? Oui et non. Tout est une histoire de forme. Dans la forme, le film ressemble au comics Amazing Spider-Man 50 intitulé « Spider-Man n'est plus ». Mais dans le fond, le film fait pareil que Spider-Man 1 et nous fait encore une fois l'antithèse de ce qu'est Spider-Man à la base. C'est logique et inévitable, étant donné que le premier film a mis de mauvaises bases sur son personnage. On va traiter de tout cela dans cette vidéo. Elle va être structurée différemment que la première, car ce deuxième film adapte le Amazing Spider-Man 50 dans l'intégralité de son récit. Ce que je veux dire, c'est que là où l'origine story de Spider-Man se passe globalement au début du film, l'abandon du rôle de Spider-Man et son retour s'étalent tout au long du film, il représente 90 du long métrage. Je vais donc découper la vidéo dans l'ordre du film et ses moments clés. Premièrement, les raisons qui ont poussé Peter à abandonner ses responsabilités, puis les conséquences de la disparition de Spider-Man sur Peter et New York, et enfin ce qui a poussé Spider-Man à reprendre du service. Les différents timecodes de la vidéo sont disponibles en description de la vidéo, et sans plus attendre, commençons. Hein? C'est pas vrai? Un vieux frère? Aussi étonnant que cela puisse paraître, le début du film est très similaire aux comics. Dans les 2 cas, on retrouve un Peter qui n'arrive pas à gérer sa vie de héros et sa vie personnelle. Cela va l'amener à douter de lui et de son rôle de héros. Enfin, plus ou moins. On observe des différences subtiles aux premiers abords, mais qui changent drastiquement ce que l'histoire nous raconte. Premièrement, à ce stade des comics, Peter est à l'université et a l'habitude de ce genre de problèmes dans sa vie. Là où sa vie au lycée était semblable à une sitcom, l'université est plus complexe. Peter prend du temps pour être apprécié par ses camarades, notamment Gwen et Harry. Il quitte la maison de Tante May, qui elle va s'installer chez Anna Watson. Tante May tombe régulièrement malade dû à son âge, il n'a pas le temps de passer du temps avec son coloc Harry car il doit jouer les justiciers, mais Peter, dans le numéro 50, en fait tout un drame et ça s'explique avec une réplique du Amazing Spider-Man numéro 1. Voici le contexte, le fils de Jameson a une mission spatiale, le système de guidage du vaisseau se détache et l'astronaute va se crasher. Peter, qui assistait à l'événement, va récupérer le système de guidage, réparer la capsule, et le colonel va pouvoir se poser en toute sécurité. Peter pense naïvement que Jameson va arrêter de s'acharner sur lui dans ses journaux, sauf que ce dernier va accuser publiquement Spider-Man d'avoir saboté la capsule pour lui voler la vedette. Il est quand même sacrément. Quand Peter apprend la nouvelle, il a un grand moment de doute où il songe à devenir le criminel que Jameson prétend qu'il est. Cela nous montre que la confiance en lui de Peter est facilement influencée par ce que pensent les autres de lui, et c'est cet élément qui va être à l'origine de l'abandon de Peter dans le numéro 50. À la fin de la journée, il rentre chez lui frustré par les événements de la journée qui le font détester son persona de héros, et lorsqu'il allume la télé,
Il tombe sur Jameson qui continue sa campagne anti-Spider-Man en affirmant qu'il ne fait pas tout cela de bon cœur. Parce que c'est un égocentrique, un trublion névrosé qui fait étalage de ses pouvoirs devant des citoyens ordinaires qu'il méprise. Peter y croit et il juge que la chose la plus responsable est d'arrêter d'être Spider-Man. Alors que du côté de Tobey Maguire, un passage de Spider-Man suppose que Peter a des doutes sur la moralité d'être Spider-Man. En dépit de tout ce que tu as fait pour eux, ils finiront par te détester. Sauf qu'il sauve directement MJ après ça, ce qui le conforte dans son choix. Les New-Yorkais aident Spider-Man contre le bouffon vert à la fin du film, ce qui n'arrive pas dans les comics et dans Spider-Man 2. Ses pouvoirs disparaissent et c'est problématique. Parce que Peter n'est pas responsable de leur disparition. Et ce n'est pas parce qu'il souhaite inconsciemment ne plus être Spider-Man qu'ils disparaissent, c'est à cause de MJ et du stress. Mais quand Peter veut redevenir Spider-Man, ses pouvoirs ne reviennent pas, mais on en reparle plus loin dans la vidéo. Ce qui symbolise vraiment, à mes yeux, l'opposition totale entre le comics et le film est la scène précédant celle où Peter jette son costume à la poubelle. Juste avant, Tobey a un dialogue avec Oncle Ben, le messie de cet univers, et qui confirme que Spider-Man, c'est son idée, pas celle de Peter. Je ne peux plus vivre tes rêves désormais. Il faut que je mène ma propre vie. Et où Peter abandonne son rôle à cause de la disparition de ses pouvoirs, qui est un facteur externe à lui tout de même par rapport à son désir de les utiliser sans qu'ils reviennent par la suite et qu'il veut être avec MJ et que Spider-Man est un frein pour lui à cet objectif. Peter ici est irresponsable alors que celui des comics fait confiance à ce que le monde pense de Spider-Man et il croit que c'est responsable d'abandonner. 0,23 du Les conséquences du choix d'arrêter de jouer les héros sont thématiquement opposées encore une fois entre le film et le comics. Là où le premier montre que tout s'arrange dans la vie de Peter, mais qu'il a toujours envie au fond de lui de faire le bien, donc il est prêt à encore une fois sacrifier son désir d'être avec MJ pour le bien commun, celui des comics nous montre que finalement, tous ceux que Peter n'avait pas le temps de voir ont eux aussi pas le temps de le voir. Tante May se remet petit à petit de sa maladie comme à chaque fois, car elle ne peut pas mourir dans les comics, je vous jure, c'est une dinguerie. Rien ne change avec Harry. Peter pensait que rien ne pourrait se passer entre lui et Gwen, car il n'avait pas le temps d'aller à sa fête. Elle organise sorties entre elle et Harry, et on découvre qu'elle a toujours eu un crush sur Peter, malgré ses absences. Il dit même « J'ai renoncé à Spider-Man pour me consacrer à ma tante et mes amis, et ils n'ont pas besoin de moi. » Au final, Spider-Man n'est pas un frein pour Peter. C'est ce qui le rend meilleur. Comme Gwen a comme passe-temps d'organiser des fêtes pour réunir ses proches, Peter combat le crime, car pour les deux, c'est des raisons d'être et c'est l'intérêt de cette histoire. Peter se rend compte que Spider-Man est moyen pour lui d'évoluer plutôt qu'une malédiction. Du côté de la ville de New York, le personnage de Wilson Fisk, alias le Caïd, est introduit pour la première fois car sans Spider-Man, la pègre prend la confiance et Fisk peut la contrôler comme un business. Le Caïd sera un ennemi redoutable pour le reste des 100 premiers numéros écrits par Stan Lee. C'est un énorme impact sur la suite de l'histoire alors que dans Spider-Man 2, on a un graphique qui montre que la criminalité augmente, un gars qui se fait tabasser dans une rue sans que Peter n'agisse et une poursuite en voiture. Je ne compte pas l'incendie car il n'est pas fait mention qu'il était criminel et tout ce qu'on a, qui est de la faute de Peter, est la mort de quelqu'un hors champ. Il y a un malheureux qui a été pris au piège au 3e étage. Il n'y a pas eu de chance. Octopus ne fait rien publiquement pendant que Spider-Man a disparu. On le voit dans sa base secrète puis chez Harry, mais vu qu'il s'allie à Octopus, rien n'est médiatisé. Les conséquences sont moins palpables. Vous savez ce qui aurait rendu les conséquences de l'absence de Spider-Man plus marquantes? Si elle était responsable de la création de Octopus. Imaginez si Peter avait assisté à l'expérience sans agir et que la puce se brise et la femme d'Octavius meurt.
Je sais que ces événements se produisent malgré l'intervention de Spider-Man, mais je trouve qu'imaginer qu'il aurait pu l'empêcher s'il l'avait voulu serait plus marquant. En plus, vu que les pouvoirs de Peter ont disparu, il est moins responsable des quelques conséquences qu'on nous montre. Peter a fait ce qu'il pouvait sans ses pouvoirs pour sauver les innocents pris au piège dans l'incendie. Il n'aurait rien pu faire pour aider le mec qui faisait agresser. Les agresseurs auraient pété la gueule des deux. C'est pour ça que le comics laisse à Peter ses pouvoirs qu'il utilise dès qu'il tombe sur quelqu'un dans le besoin, et à la suite de ça, il se souvient d'Oncle Ben. Et quand ça arrive, Oncle Ben n'est pas la voix de la sagesse, mais un rappel des erreurs et du regret de Peter pour qu'il se souvienne de pourquoi il fait ça. Là, Peter redéfinit Spider-Man par une introspection et non par les messages faciles de l'extérieur que propage Jameson. Ça fait mal. Oh, ça fait mal. Spider-Man 2 a fait la terrible erreur de recommencer ce qu'il avait fait avec Oncle Ben dans le 1, mais pour Tante May dans le 2. Je vais m'expliquer. Dans Spider-Man 1, Oncle Ben est un facteur externe qui va donner la morale à Peter, là où dans le comics, la mort de Ben est extérieure à Peter, mais il le rend personnel. La réflexion qui en découle est intimiste. C'est lui qui trouve une morale à cette histoire. Dans Spider-Man 2, la motivation de Peter pour redevenir Spider-Man vient de Tante May. Même s'il a des regrets et qu'il est passé à l'action, il n'est pas encore sûr de ce qu'il va faire. C'est Tante May qui le motive finalement, mais les pouvoirs de Peter ne reviennent pas. Le pire, c'est que l'idée que Peter doit accepter que sa vie personnelle va pâtir du fait qu'il est Spider-Man est quelque chose qu'il comprend seul dans le comics. Comme je le disais dans l'ancienne vidéo, à chaque fois que Peter s'éloigne de la voie tracée par son oncle, il va être forcé d'une façon ou d'une autre à redevenir ce qu'il était avant pour ne pas qu'il se perde, alors que dans les comics, Peter a évolué. Le gamin arrogant, qui a compris que le chemin qu'il suivait n'était pas le bon, a dû chercher tout seul. Comment donner un sens à ce qui lui est arrivé? Il avait des doutes qu'il va surpasser, mais ce n'est pas fini pour autant. Cette nouvelle confiance en lui va le rendre plus arrogant qu'auparavant et plus colérique aussi. Mais c'est une autre histoire. Tobey Maguire doit s'accrocher à ce que lui a appris son oncle pour ne pas se perdre. Mais est-ce que c'est ça Spider-Man? C'est la question que je veux soulever avec ces vidéos. Comment peut-on mettre sur un piédestal un film qui nous apprend parfaitement l'inverse que ce que le personnage qu'il adapte nous apprend originalement? Et surtout, comment pouvons-nous se servir de cette base pour juger les autres œuvres qui adaptent Spider-Man et dire qu'elles n'ont rien compris quand le référentiel est cette saga de Raimi? On peut dire ce qu'on veut de la réalisation, qui est forcément mieux que John Watts, mais à quoi sert une belle mise en scène qui ne raconte pas ce qu'il faut? Je pense qu'aujourd'hui, il est important de parler des racines du personnage. Sinon, on ne saura pas juger ce que font les films qui adaptent ces histoires. Je pense d'ailleurs que Far From Home a mieux adapté Amazing Spider-Man 50 que Spider-Man 2, mais ce sera pour une autre vidéo, et c'est ici que se termine celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu, je le rappelle, mais vous êtes libre d'aimer tous les films Spider-Man, j'aime Spider-Man 2, j'ai grandi avec, mais en faisant des recherches, je me suis aperçu que quelque chose n'allait pas. Ceci n'était que mon avis, et je serais ravi de lire le vôtre dans les commentaires. Merci pour l'accueil de ma vidéo réponse à Morgan et son ciné, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, et je compte refaire pareil sur d'autres youtubeurs. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si vous l'avez trouvée pertinente. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Spooderfan, ciao.